J'ai trouvé des enregistrements de caméras cachés de ma femme et de mon frère. Je ne me suis pas disputé, je les ai simplement diffusés pendant le déjeuner de famille. Je pensais que la famille apprécierait de voir ça. Comment as-tu pu faire ça? C'est de la folie. L'email anonyme est arrivé à 23h47 un mardi, contenant un fichier vidéo qui allait détruire mon mariage, ma famille, et tout ce que je croyais savoir sur les personnes que j'aimais le plus. Mais je m'emballe. Laissez-moi commencer par le déjeuner du dimanche, car c'est là que tout ce gâchis a commencé, et c'est là qu'il va se terminer. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez, et activez la cloche pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je m'appelle Nick Ransom, et j'avais l'habitude de croire aux rêves américains. La clôture blanche, une femme aimante, les dîners du dimanche en famille. J'ai 38 ans, je travaille comme chef de projet informatique pour une entreprise de taille moyenne en Ohio. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout compris. Ma femme, Emily, est magnifique, elle réussit dans les ressources humaines et a cette façon de faire sentir à chaque personne dans une pièce qu'elle est la plus importante. Mon frère, Matt, possède une salle de sport, conduit une BMW, et a ce genre de charme naturel qui a fait de lui le roi du bal de promo pendant que je construisais des ordinateurs dans ma chambre. Chaque dimanche, sans faute, nous nous réunissons chez nous pour le déjeuner. Emily y tient. La famille, c'est tout, Nick, dit-elle toujours, en ajustant les fleurs sur notre table de salle à manger avec la précision d'un conservateur de musée. Nous devons rester connectés. J'adorais ces rassemblements. J'adorais. La maison qu'Emily et moi avons achetée il y a 5 ans se trouve dans un de ces quartiers où tout le monde connaît les affaires des autres mais prétend le contraire. Rue bordée d'arbres, pelouse manucurée, tout le tralala. C'est le genre d'endroit où le succès se mesure à la taille de votre garage et à la verdeur de votre pelouse en août. Nick, peux-tu m'aider avec le rôti, a appelé Emily depuis la cuisine dimanche dernier, sa voix portant cette intonation particulière qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Douce en surface, mais avec juste assez de mordant pour vous faire savoir que l'obéissance n'est pas une option. Je l'ai trouvé debout au comptoir, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval parfaite, portant une de ces robes d'été qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. On aurait dit qu'elle sortait d'un magazine sur le bonheur en banlieue. Matt amène Tara aujourd'hui, dit-elle, sans lever les yeux de sa planche à découper. Et ma mère vient aussi. Super, ai-je marmonné en ouvrant le four. L'odeur de romarin et d'ail a rempli la cuisine. Toute la bande est là. Emily m'a lancé un regard. Essaie d'être agréable, Nick. Tu sais à quel point ces déjeuners comptent pour moi. Agréable? Bien sûr. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de regarder sa femme s'illuminer comme un sapin de Noël chaque fois que votre frère entre dans la pièce. Rien de suspect dans la façon dont elle trouve toujours des raisons de toucher son bras quand elle rit à ses blagues. Ou comment elle a soudainement développé un intérêt pour le fitness à peu près au moment où Matt a ouvert sa salle de sport. Mais je suis probablement juste paranoïaque. C'est ce qu'Emily me dit chaque fois que j'en parle. Tu es ridicule, Nick. Matt fait partie de la famille. Bien sûr que je tiens à lui. La sonnette a retenti à 13h précises. Matt est toujours ponctuel quand il y a de la nourriture gratuite en jeu, j'y vais, a annoncé Emily, en trottinant presque jusqu'à la porte d'entrée. Je suis resté dans la cuisine, écoutant le son des salutations et des rires qui flottaient dans le couloir. La voix de Matt, profonde et confiante, les réponses plus douces de Tara. Les cris de bienvenue ravis d'Emily. Nick a tonné la voix de Matt alors qu'ils entraient dans la cuisine. Voilà mon frère préféré. Je suis son seul frère, mais qui compte? Matt Ransom semble avoir été sculpté dans le marbre par quelqu'un qui comprenait vraiment l'anatomie. Un M88, des épaules qui pourraient supporter un petit immeuble et le genre de sourire qui fait oublier leur propre nom aux femmes. Il m'a enveloppé dans une de ces étreintes d'ours agressives destinées à démontrer une force supérieure tout en se faisant passer pour de l'affection. Comment te traite le monde de la tech, a-t-il demandé, en me tapant dans le dos assez fort pour me faire vibrer les dents. Je ne peux pas me plaindre, ai-je répondu en reculant. Les affaires marchent bien. Tara est apparue à ses côtés, l'air mal à l'aise comme elle l'est toujours lors de ses réunions. C'est une femme discrète, jolie d'une manière sobre, avec des cheveux sombres et des yeux intelligents qui semblent voir plus qu'elle ne le laisse paraître. Parfois, je me demande ce qu'elle pense de toute cette convivialité familiale forcée.
Salut, Nick, dit-elle en m'offrant un sourire sincère. Merci de nous recevoir. Toujours un plaisir, ai-je dit, et je le pensais. Tara n'a jamais été autre chose que gentille avec moi, ce qui rend son choix de mari d'autant plus déroutant. Emily s'affairait autour de nous, jouant l'hôtesse parfaite. Matt, tu es magnifique. Tu t'es entraîné plus dur. Il a fléchi les muscles de manière joueuse. Tu me connais, et aimes. Toujours à la recherche du niveau supérieur. J'ai remarqué que la mâchoire de Tara se crispait légèrement à ce surnom désinvolte. Intéressant. La porte d'entrée s'est rouverte et la mère d'Emily, Barbara, a fait son entrée. Barbara Henderson a 65 ans et n'a jamais rencontré une critique qu'elle n'aimait pas. C'est le genre de femme qui peut trouver à redire au soleil et qui a probablement des opinions bien arrêtées sur le caractère moral des arcs-en-ciel. Nicolas, dit-elle en me faisant un baiser superficiel sur la joue qui ressemblait à une bénédiction d'un évêque désapprobateur. Tu as l'air fatigué. Content de te voir aussi, Barbara. Elle a tourné son attention vers Matt et tout son comportement s'est transformé. Matthew, chéri, tu es de plus en plus beau chaque fois que je te vois. Juste de bon gène, Madame H, a répondu Matt avec un sourire qui pourrait alimenter une petite ville. Nous nous sommes installés autour de la table de la salle à manger et je me suis retrouvé à ma place habituelle, en bout de table, à observer la dynamique se dérouler comme une partie d'échecs dont je ne connaissais pas les règles. Emily s'était surpassée pour le repas. Rôti de bœuf aux herbes, légumes rôtis, pain frais qui embaumaient toute la maison comme une boulangerie. Elle a toujours été une cuisinière exceptionnelle, ce qui est l'une des nombreuses choses dont je suis tombé amoureux lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. C'est incroyable, et M, a dit Matt en coupant son bœuf. Tu es gâché dans la vie d'entreprise. Tu devrais ouvrir un restaurant. Emily rayonnait sous le compliment. Tu es adorable, mais j'aime ce que je fais. En plus, la cuisine n'est qu'un passe-temps. Un sacré passe-temps, a poursuivi Matt. Nick est un homme chanceux. Je suis chanceux. Ou je l'étais, ou je pensais l'être. La vérité devient de plus en plus difficile à cerner ces jours-ci. La conversation a tourné autour de sujets que j'avais entendus 1000 fois. La salle de sport de Matt était en pleine expansion. Il pensait ouvrir un deuxième emplacement. Les affaires étaient florissantes grâce à la foule des résolutions du nouvel an qui s'inscrivaient en janvier et abandonnaient en mars. Tu devrais passer plus souvent, Nick, a dit Matt. Je pourrais te préparer un programme d'entraînement, t'aider à prendre un peu de masse. Voilà, l'insulte désinvolte déguisée en préoccupation fraternelle. Matt fait des commentaires sur mon physique depuis que nous sommes enfants. Je ne suis pas gros, juste bâti plus comme un marathonien qu'un linebacker. Mais dans le monde de Matt, si vous ne pouvez pas soulever une petite voiture au développé couché, vous n'êtes fondamentalement pas un homme. Ça va, merci, ai-je répondu. Je préfère que mon exercice implique moins de miroirs. Emily a ri, mais il y avait quelque chose de forcé. Nick est plus un penseur qu'un homme d'action, dit-elle. Et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac à cause de ce ton dédaigneux. Il n'y a rien de mal à ça, a dit Tara tranquillement. Le monde a besoin des deux types de personnes. Je lui ai lancé un regard reconnaissant. Au moins quelqu'un à cette table ne pensait pas que j'étais une perte de place complète. Barbara s'est lancée dans une histoire sur le fils de sa voisine qui venait d'être promu directeur régional dans une compagnie d'assurance. Le sous-texte était clair, pourquoi ne pourrais-je pas être plus ambitieux comme le fils de la voisine de Barbara? Nick s'en sort très bien, a dit Emily, mais sa défense semblait peu convaincue. Il est très bon dans ce qu'il fait. Très bon dans ce que je fais. Pas passionné, pas brillant, pas irremplaçable, juste très bon. Comme un appareil électroménager fiable. Après le déjeuner, pendant qu'Emily et Barbara nettoyaient, Matt a suggéré que nous nous asseyions sur le porche arrière avec des bières. L'après-midi d'octobre était frais mais pas froid, et les feuilles de notre érable commençaient tout juste à tourner. Alors, comment ça va vraiment, a demandé Matt, s'installant dans l'une de nos chaises de patio avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui possédait les lieux. Ça va bien, ai-je dit. Le travail est prenant. Emily est heureuse. Je ne peux pas me plaindre. Emily a l'air heureuse, en effet, a dit Matt, et quelque chose dans son ton m'a fait le regarder plus attentivement. Elle a cet éclat, tu sais, comme si elle était excitée par quelque chose. Elle adore son travail, ai-je dit. Bien que, même en le disant, je me sois rendu compte que je n'étais plus tout à fait sûr que ce soit vrai.
Matt a hoché la tête, mais son expression était pensive. Ça doit être bien d'avoir quelqu'un qui t'apprécie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, mec. Juste que Tara et moi traversons une mauvaise passe ces derniers temps. Elle pense que je travaille trop, que je passe trop de temps à la salle. Tu sais ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, Emily ne s'était jamais plainte de mes horaires de travail. Si quoi que ce soit, elle semblait préférer quand je restais tard au bureau. Le mariage, c'est du travail, ai-je dit, me rabattant sur l'une de ces réponses génériques qui sonnent sages mais ne veulent rien dire. Ouais, a convenu Matt. Mais certains mariages demandent plus de travail que d'autres, non? Avant que je puisse comprendre ce qu'il voulait dire par là, Emily est apparue à la porte. Matt, pourrais-tu m'aider à remettre la table de la salle à manger en place? Je veux passer l'aspirateur en dessous. Bien sûr, a dit Matt, se levant avec l'enthousiasme d'un golden retriever. Tout ce que tu veux, et aime. Ils ont disparu à l'intérieur, me laissant seul avec ma bière et un sentiment croissant de malaise que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le sentiment que quelque chose n'allait pas à commencer petit, comme un caillou dans sa chaussure qu'on ignore jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Des petites choses qui ne collaient pas tout à fait. L'intérêt soudain d'Emily pour l'entraînement. La façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face contre table quand j'entrais dans la pièce. Comment elle avait commencé à rester tard au bureau plus fréquemment, citant des exercices de renforcement d'équipe et des sessions de formation obligatoires. Je ne suis pas naturellement méfiant. Mon réglage par défaut est de faire confiance aux gens, surtout ceux que j'aime. Mais je ne suis pas stupide non plus. Et après 15 ans dans l'informatique, j'ai développé un assez bon radar pour savoir quand les systèmes ne fonctionnent pas comme ils le devraient. C'était un mercredi soir, 2 semaines après ce déjeuner du dimanche, que j'ai trouvé la première preuve concrète que mon mariage pourrait connaître de sérieuses difficultés techniques. Emily était sous la douche, chantant faux quelque chose qui aurait pu être du Taylor Swift. Son téléphone chargeait sur la table de chevet et il a vibré avec un SMS. L'écran s'est allumé, montrant un aperçu qui m'a glacé le sang. Hâte d'être à demain. Même heure, même endroit. MM comme Matt. Je suis resté là à fixer le téléphone comme s'il allait exploser. Mon esprit cherchait en vain des explications innocentes. Peut-être qu'ils organisaient une fête surprise. Peut-être qu'Emily aidait Matt à choisir un cadeau d'anniversaire pour Tara. Peut-être que M n'était pas Matt du tout, mais un collègue nommé Michael ou Mark ou Melvin. Mais mon instinct savait mieux. Mon instinct hurlait que ma femme et mon frère avaient une liaison, et que j'étais la dernière personne au monde à le découvrir. La douche coulait toujours. La voix d'Emily résonnait sur les carreaux de la salle de bain, inconsciente et heureuse. J'ai pris son téléphone. Il était verrouillé, bien sûr, mais je connaissais le code d'Emily. C'était notre anniversaire de mariage, 0615. Elle n'avait jamais été très créative avec les mots de passe, ce qui était autrefois une bizarrerie attachante. Maintenant, c'était comme un cadeau de l'univers. Le fil de discussion avec Matt était une lecture fascinante. Des mois de messages qui commençaient innocemment, mais qui devenaient progressivement plus intimes. Des blagues privées, des plans pour se voir, et puis, il y a environ 6 semaines, le ton a complètement changé. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Nous devons être plus prudents. Nick devient méfiant. J'ai fait défiler message après message, chacun étant un petit coup de poignard dans la poitrine. Il se retrouvait dans un hôtel du centre-ville tous les mardis et jeudis. Les réunions tardives d'Emily au travail, les consultations de clients de Matt qui dépassaient les heures de bureau normales. La porte de la salle de bain s'est ouverte et j'ai rapidement reposé le téléphone sur la table de chevet, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Emily est sortie dans un nuage de vapeur, enveloppée dans son peignoir en éponge préféré, les cheveux humides et le visage rouge de l'eau chaude. Elle était belle, coupable, et complètement inconsciente du fait que son mari venait de découvrir sa trahison. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. La même question qu'elle posait chaque soir depuis 8 ans. « Bien », ai-je réussi à dire. « Et la tienne ?» Oh, tu sais, les mêmes bêtises d'entreprise. J'ai une autre réunion tardive demain, alors ne m'attends pas pour dîner. Une autre réunion tardive. Demain, c'était jeudi. J'ai hoché la tête, souri et fait les réponses appropriées tandis qu'à l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer. Cette femme que j'avais aimée, en qui j'avais confiance, avec qui j'avais construit une vie,
me mentait en face avec la facilité désinvolte de quelqu'un qui commande un café. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond pendant qu'Émilie dormait paisiblement à côté de moi. De temps en temps, elle bougeait dans son sommeil et je me tendais, me demandant si elle rêvait de lui, de mon frère, de l'homme qui avait été mon témoin à notre mariage, qui avait prononcé un discours sur la chance qu'il avait de m'avoir comme frère et à quel point Émilie et moi étions parfaits ensemble. Au matin, j'avais pris une décision. J'avais besoin de preuves. Des preuves réelles, indéniables, recevables devant un tribunal. Car les confronter sur la base de SMS n'aboutiraient qu'à des démentis, des explications, et à me faire passer pour un mari paranoïaque qui avait violé l'intimité de sa femme. Je me suis déclaré malade au travail, j'ai attendu qu'Émilie parte pour son travail, et j'ai conduit jusqu'à un magasin d'électronique de l'autre côté de la ville. Le gamin derrière le comptoir ne devait pas avoir plus de 20 ans, avec des cheveux violets et assez de piercings au visage pour déclencher un détecteur de métaux. J'ai besoin d'une caméra cachée, lui ai-je dit. Quelque chose de petit, sans fil, avec une bonne qualité vidéo. Il m'a regardé de haut en bas, essayant probablement de savoir si j'étais un pervers ou juste paranoïaque. C'est pourquoi faire ? Sécurité domestique, ai-je dit, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Il m'a vendu un appareil de la taille d'un détecteur de fumée qui pouvait être monté au mur et contrôlé à distance via une application. Qualité professionnelle, m'a-t-il assuré. Utilisé par les détectives privés et les sociétés de sécurité. L'installer dans notre chambre, c'était comme franchir une ligne de non-retour, mais j'avais déjà franchi tellement de lignes qu'une de plus ne semblait pas avoir d'importance. Je l'ai positionné pour capturer le lit et la majeure partie de la pièce, j'ai testé l'application pour m'assurer que je pouvais accéder au flux à distance, puis je suis allé travailler, en essayant de prétendre que mon monde ne s'effondrait pas. Jeudi soir, Émilie m'a embrassé pour me dire au revoir à 18h30. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Cette session de formation va durer tard. J'ai attendu exactement 15 minutes, puis j'ai ouvert l'application sur mon téléphone. Pendant la première heure, rien ne s'est passé. La chambre est restée vide. Exactement comme nous l'avions laissé ce matin-là. J'ai commencé à me demander si je m'étais trompé. Si peut-être Émilie était vraiment à un événement professionnel et que j'étais juste un mari paranoïaque qui avait regardé trop de films. Puis, à 20h15, la porte de ma chambre s'est ouverte. Émilie est entrée la première, suivie immédiatement par Matt. Il riait de quelque chose, à l'aise et familier d'une manière qui témoignait d'une routine. Ce n'était pas leur première fois dans mon lit. Je ne décrirai pas en détail ce qui s'est passé ensuite, car certaines images ne peuvent être oubliées et certaines trahisons sont trop intimes pour être partagées. Mais j'ai regardé assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Ma femme et mon frère avaient une liaison. Et ils l'avaient dans le lit où Émilie et moi avions fait l'amour, où nous avions parlé de nos rêves et de nos peurs, où je l'avais tenue dans mes bras quand elle pleurait la mort de son père. J'ai éteint l'application et je suis resté assis dans ma voiture sur le parking du bureau, tremblant de rage, d'humiliation et d'une fureur froide et calculatrice que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ils se croyaient si malins. Ils pensaient que j'étais juste le Nick ennuyeux et prévisible qui ne soupçonnerait jamais rien. Ils en avaient probablement ri, de la facilité avec laquelle on pouvait tromper le mari naïf. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. Je ne suis pas seulement un informaticien. Je suis un analyste de système. Je résous des problèmes pour vivre. Et Émilie et Matt venaient de devenir un problème qui devait être résolu. Au cours de la semaine suivante, j'ai rassemblé des preuves avec la précision méthodique de quelqu'un qui monte un dossier. J'ai engagé une détective privée nommée Marsha Chen, une ancienne détective de police spécialisée dans l'infidélité conjugale. Elle avait la cinquantaine, des cheveux argentés et le genre d'attitude pragmatique qui inspirait confiance. « Depuis combien de temps pensez-vous que ça dure ?» a-t-elle demandé lors de notre première rencontre dans un café du centre-ville. D'après les SMS, environ 6 semaines pour le côté physique, mais la liaison émotionnelle a probablement commencé il y a des mois. Marsha a hoché la tête. C'est généralement comme ça que ça se passe. Ils se convainquent qu'ils sont juste amis jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Que attendez-vous de tout ça? Des preuves pour le divorce, des munitions pour la garde des enfants? Je veux qu'ils soient détruits, ai-je dit. Et les mots m'ont surpris par leur véhémence. Je veux que tout le monde sache exactement quel genre de personnes ils sont. La vengeance coûte cher, a prévenu Marsha. Et ce n'est pas toujours satisfaisant. Laissez-moi m'occuper de la partie satisfaction.
En une semaine, Marsha avait découvert plus que ce à quoi je m'attendais. Des relevés bancaires montrant qu'Emily avait transféré de l'argent de notre compte joint vers un compte privé dont j'ignorais l'existence. Des enregistrements audio d'Emily et de sa collègue Simone discutant du plan pour me faire quitter la maison afin qu'Emily et Matt puissent emménager ensemble. Des images vidéo de Matt amenant d'autres femmes dans le même hôtel où il rencontrait Emily, prouvant qu'il trompait à la fois sa femme et la mienne. Les preuves brossaient le portrait de deux personnes qui ne se contentaient pas de trahir leur conjoint, mais qui prévoyaient de détruire systématiquement les vies qu'elles avaient construites avec d'autres. Emily voulait la maison, la sécurité financière, la respectabilité du mariage, mais avec Matt à ma place. Matt voulait la stabilité d'Emily et mon argent, mais sans renoncer à ses autres conquêtes. Ils planifiaient cela depuis des mois, attendant le bon moment pour tendre leur piège. Ils s'imaginaient probablement qu'il se présenterait comme une histoire d'amour tragique où ils n'avaient pas pu s'empêcher de tomber amoureux, et que tout le monde comprendrait et leur pardonnerait parce que l'amour triomphe de tout. Mais ils avaient oublié un détail important. Je ne suis pas seulement le mari cocu de leur drame romantique. Je suis le gars qui a conçu les systèmes de sécurité qu'ils pensent être si malins à contourner. Et je suis sur le point de leur montrer à quel point ils ont sous-estimé le Nick ennuyeux et prévisible. Le déjeuner du dimanche était dans 3 jours. Notre 8e anniversaire de mariage était le mois prochain. Emily avait déjà commencé à laisser entendre qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse sur notre avenir. Un timing parfait, car j'avais aussi des choses dont je voulais discuter. Le dimanche matin est arrivé, gris et brumeux. Le genre de temps d'octobre qui donne envie de rester au lit avec un café et un bon livre. Au lieu de ça, j'étais dans la cuisine à 7 heures du matin, aidant Emily à préparer ce qui serait notre dernier déjeuner de famille. Elle fredonnait en assaisonnant le rôti, complètement inconsciente de la tempête qui allait s'abattre sur sa vie parfaitement arrangée. Je la regardais se déplacer dans notre cuisine avec une efficacité rodée et j'essayais de me souvenir quand j'avais cessé de la voir comme la femme que j'aimais et commencé à la voir comme une étrangère portant le visage de ma femme. « Tu es levé tôt, dit-elle, sans quitter son travail de préparation. Je pensais que tu ferais la grasse matinée. Je n'ai pas pu dormir, ai-je répondu, ce qui était vrai. J'avais été éveillé la majeure partie de la nuit, repassant le plan une dernière fois, m'assurant que chaque détail était parfait. Tu as été agité ces derniers temps, a observé Emily. Peut-être que tu devrais voir un médecin. Prendre des somnifères. L'inquiétude dans sa voix semblait sincère, ce qui rendait les choses encore pires. Elle pouvait compartimenter sa trahison si complètement qu'elle s'inquiétait encore de mon sommeil tout en planifiant de détruire ma vie. Ça ira, ai-je dit. Juste le stress du travail. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marsha. Tout est prêt. Tu es sûr de toi? J'ai répondu. Jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Emily a jeté un coup d'œil. Le travail? Ouais. Une date limite de projet. Elle a hoché la tête avec sympathie. Eh bien, essaie de te détendre aujourd'hui. Le temps en famille est important. Le temps en famille, bien sûr. Les invités ont commencé à arriver à midi. Barbara est arrivée la première, vêtue de ses plus beaux habits du dimanche et portant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que mon abonnement mensuel au câble. Elle m'a fait la bise et a immédiatement commencé à critiquer la mise en place de la table d'Emily. Les serviettes devraient être pliées différemment, ma chérie, dit-elle. Et ces fleurs sont un peu excessives, tu ne trouves pas? Le sourire d'Emily s'est crispé, mais elle a fait les ajustements sans se plaindre. Même après 8 ans de mariage, elle essayait toujours d'obtenir l'approbation de sa mère. Matt et Tara sont arrivés ensuite, et je les ai étudiés attentivement tous les deux à leur entrée. Matt était son moi confiant habituel, me serrant la main avec cette poigne agressive et me tapant dans le dos comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Mais Tara avait l'air différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une acuité que je n'avais pas remarquée auparavant. « Nick », dit-elle, en me faisant un câlin qui a duré une seconde de plus que d'habitude. « Comment tiens-tu le coup ?»« Tenir le coup », ai-je répété, juste, tu sais, la vie en général, le travail, le stress, tout ça. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait me demander si elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Mais avant que je puisse sonder plus loin, Emily est intervenue avec des boissons et des apéritifs, jouant l'hôtesse parfaite. Nous nous sommes installés dans le salon pour les apéritifs, et j'ai écouté le rythme familier de la conversation familiale. Matt a parlé de ses projets d'expansion de sa salle de sport. Barbara s'est plainte de ses voisins.
Émilie a discuté de quelques drames à son bureau impliquant des coupes budgétaires et des conflits de personnalité. En parlant de drames au bureau, a dit Émilie, Simone te passe le bonjour. Elle voulait venir aujourd'hui, mais elle avait d'autres projets. Simone, la collègue d'Émilie est apparemment sa confidente en adultère. Selon l'enquête de Marcha, Simone avait aidé Émilie à brouiller les pistes, fournissant des alibis et un soutien moral pour la liaison. C'est dommage, ai-je dit. J'apprécie toujours la compagnie de Simone. Émilie m'a lancé un regard surpris. Je n'avais jamais particulièrement aimé Simone, et Émilie le savait, mais aujourd'hui, il s'agissait de jouer mon rôle jusqu'au moment de révéler la vérité. Nous sommes passés à la salle à manger à 13h et Émilie s'est surpassée pour la présentation. La table ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, avec des centres de table d'automne et la porcelaine de sa grand-mère. Elle avait même allumé des bougies, ce qui m'a semblé ironique. Rien ne dit mieux la convivialité familiale qu'un dîner aux chandelles tout en planifiant de trahir tout le monde à table. La conversation pendant le dîner était plus légère que d'habitude. Matt a raconté des blagues qui ont fait rire Émilie un peu trop fort. Barbara a offert des compliments à double tranchant sur la nourriture. Tara est restée principalement silencieuse, mais je l'ai surprise en train de regarder Émilie et Matt avec des yeux calculateurs. C'est délicieux, et M, a dit Matt en coupant son rôti de bœuf. Tu t'es vraiment surpassé. C'est juste une recette de famille, a répondu Émilie. Mais elle rayonnait sous ses louanges d'une manière qui me retournait l'estomac. Nick a de la chance d'avoir une femme aussi talentueuse, a poursuivi Matt. Et je devais admirer l'audace pure de la chose. Il complimentait la cuisine de ma femme tout en planifiant de me la voler. J'ai de la chance, ai-je convenu. Émilie est pleine de surprises. Quelque chose dans mon ton a fait que Tara m'a regardé vivement, mais Émilie était trop concentrée sur Matt pour le remarquer. Le dessert était la fameuse tarte aux pommes d'Émilie, servie avec de la glace à la vanille et plus de vin. La conversation s'est tournée vers les projets de vacances et Émilie a mentionné qu'elle pourrait ne pas être disponible pour Thanksgiving cette année. Le travail m'envoie à une conférence à Chicago, a-t-elle dit. C'est une excellente opportunité d'avancement. C'était une nouvelle pour moi, mais j'ai hoché la tête en signe de soutien. C'est merveilleux, chérie. Quand est-ce que ça s'est présenté? Juste cette semaine. Simone m'a recommandé. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai pris une note mentale d'ajouter ce mensonge à la pile croissante de preuves. Barbara s'est lancée dans une histoire sur le dernier drame de son club de lecture, quelque chose impliquant des recettes plagiées et des sentiments blessés. J'ai laissé la conversation me submerger pendant que je vérifiais discrètement mon téléphone. Tout était prêt. En fait, ai-je dit, en me levant alors que Barbara terminait son histoire. J'ai une petite surprise pour tout le monde. Émilie a levé les yeux avec intérêt. Une surprise. J'ai travaillé sur un projet, ai-je dit, en me dirigeant vers notre meuble télé. Une vidéo de famille, quelque chose pour commémorer tous nos déjeuners du dimanche ensemble. J'ai pris la télécommande de notre Smart TV et j'ai souri au groupe assemblé. Je pensais que vous aimeriez la voir. Oh, Nick, a dit Émilie en applaudissant. C'est si gentil. Matt s'est penché en arrière sur sa chaise. Ça devrait être bien. Nick a toujours été le créatif de la famille. L'écran de la télévision a pris vie et j'ai navigué jusqu'au dossier où j'avais stocké les vidéos. Il y avait 3 fichiers intitulés simplement vidéo 1, vidéo 2 et vidéo 3. Celle-ci est de jeudi dernier, ai-je dit en cliquant sur le premier fichier. L'image qui est apparue sur l'écran de 65 pouces était d'une clarté cristalline, grâce à la caméra haute définition que j'avais installée dans notre chambre. Elle montrait Émilie et Matt entrant dans la pièce, riant et se touchant avec la familiarité des amants. La réaction autour de la table a été immédiate et explosive. Barbara a halté et a laissé tomber son verre de vin, en voyant du liquide rouge éclabousser la nappe immaculée d'Émilie. Tara est devenue complètement immobile, son visage perdant toute couleur. Émilie a fait un bruit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Nick, a-t-elle murmuré. Éteins ça. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la meilleure partie, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. À l'écran, Émilie était en train de déboutonner la chemise de Matt pendant qu'il l'embrassait dans le cou. L'audio était assez clair pour capter leurs mots doux chuchotés et leur rire haletant. Matt a bondi sur ses pieds. Espèce de salaud malade. Éteins ça tout de suite. Assieds-toi, Matt, ai-je dit. Et quelque chose dans mon ton l'a fait se figer.
Nous ne faisons que commencer. Barbara faisait des bruits horrifiés, se couvrant les yeux, mais regardant à travers ses doigts comme si elle assistait à un accident de voiture. Tara n'avait ni bougé ni parlé, mais des larmes coulaient sur son visage. « S'il te plaît » a supplié Emily. « S'il te plaît, éteins. Je peux expliquer. » Expliquer? J'ai ri et le son était amer même à mes propres oreilles. Oh, je pense que la vidéo explique tout parfaitement. Mais juste au cas où quelqu'un aurait manqué le sous-texte, laissez-moi jouer la deuxième. J'ai cliqué sur la vidéo 2, qui montrait Emily et Matt au lit après, parlant de la manière paresseuse et intime d'amant satisfait. La voix d'Emily est sortie des haut-parleurs de la télévision, Nick est si naïf. Parfois, je pense qu'il croit vraiment que je travaille tard. Il a toujours été naïf, a répondu Matt en caressant les cheveux d'Emily. Tu te souviens quand on était gamin? Il ne voyait jamais ce qui était juste devant lui. C'est presque trop facile, a poursuivi Emily. Il fait entièrement confiance à tout le monde. C'est comme voler un bonbon à un bébé. L'Emily assise à ma table de dîner avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Ce n'est pas je ne voulais pas dire. Oh, mais si, tu le voulais, ai-je dit. Et il y a plus. La vidéo 3 était l'enregistrement audio que Marsha avait capturé d'Emily et Simone planifiant la fin de leur tromperie. La voix d'Emily a rempli la pièce, discutant de la manière de me faire quitter la maison, de faire en sorte que le divorce semble être de ma faute, de s'assurer qu'elle obtiendrait le règlement financier maximal. La clé, c'est de lui faire croire que c'est son idée, expliquait la voix enregistrée d'Emily. Si je peux le convaincre que nous ne sommes tout simplement plus compatibles, il me donnera probablement tout ce que je veux juste pour éviter un divorce compliqué. Le rire de Simone s'est fait entendre clairement. Tu es diabolique, et aime. Pauvre Nick n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Il est gentil, a poursuivi la voix d'Emily. Mais il est faible. Il se laissera faire et prendra tout ce que je lui donne parce qu'il est trop gentil pour se battre. Le silence dans la salle à manger était assourdissant. Barbara regardait sa fille comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Tara avait enfin bougé, mais seulement pour essuyer les larmes de ses joues avec des mains tremblantes. Matt a trouvé sa voix le premier. Tu nous as enregistrés? Espèce de pervers. Je me suis protégé, ai-je interrompu. De deux personnes qui prévoyaient de détruire ma vie pour leur propre amusement. Emily pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. Nick, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. J'ai fait une erreur. Une erreur? Je me suis levé et tout le monde à table a sursauté. 6 mois de planification et de manigance ne sont pas une erreur, Emily. C'est une campagne calculée de trahison. Barbara a enfin trouvé sa voix. Emily Rose Henderson, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu humilier ta famille de cette façon? Maman, s'il te plaît. Ne me dis pas maman, s'il te plaît. Le visage de Barbara était rouge de rage et d'embarras. Je t'ai mieux élevé que ça. Et avec ton propre beau-frère. Il n'est pas mon frère, a dit Matt sur la défensive, ce qui était exactement la mauvaise chose à dire. Tara a parlé pour la première fois depuis le début des vidéos, sa voix calme mais mortelle. Sors. Tara, laisse-moi expliquer. Sors, a-t-elle crié, se levant si vite que sa chaise a basculé en arrière. Sors de cette maison. Sors de ma vie. Je ne veux plus jamais te voir. Matt a essayé de s'approcher d'elle, mais elle a reculé comme s'il était radioactif. Ne me touche pas, a-t-elle murmuré. Ne me touche plus jamais. La pièce a sombré dans le chaos. Barbara criait sur Emily, la traitant d'ingrate et d'égoïste. Matt essayait de sauver la situation avec des explications et des excuses qui ne faisaient qu'empirer les choses. Emily sanglotait et suppliait le pardon de tout le monde simultanément. Et je me tenais au milieu de tout ça, regardant la destruction de ma famille avec un détachement calme qui aurait probablement dû m'inquiéter. Il y a encore une chose, ai-je dit, élevant la voix pour me faire entendre par-dessus le vacarme. Tout le monde a cessé de crier et m'a regardé. Vidéo 4, ai-je dit en cliquant sur le dernier fichier. Celle-ci montrait Matt à l'hôtel avec une autre femme, une rousse que je ne reconnaissais pas. L'horodatage indiquait qu'elle datait d'il y a 2 jours, alors qu'Emily pensait être sa seule maîtresse. Les sanglots d'Emily se sont brusquement interrompus alors qu'elle fixait l'écran. Quoi? Qui est-ce? Elle s'appelle Jessica, ai-je dit.
C'est une coach personnelle à la salle de sport de Matt. Selon ma détective, elle fait partie des nombreuses femmes que Matt voyait régulièrement. Apparemment, tu n'étais pas aussi spéciale que tu le pensais, Emily. L'expression sur le visage d'Emily valait presque les mois de trahison et d'humiliation. Presque. Matt reculait maintenant vers la porte, réalisant que son frère venait de détruire systématiquement son mariage, sa liaison et sa réputation en l'espace de 15 minutes. « Tu es fou », a-t-il dit. « Tu es complètement fou. »« Non », ai-je répondu calmement. « Je suis méticuleux. » Il y a une différence. Barbara s'est levée, son visage un masque de dégoût et de déception. « J'ai honte de t'appeler ma fille », a-t-elle dit à Emily. « Ne me contacte pas tant que tu n'auras pas trouvé comment t'excuser pour cette honte. » Elle a attrapé son sac à main et est sortie sans un mot de plus. Tara a suivi, mais elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée vers moi. « Merci », a-t-elle dit doucement, de m'avoir montré la vérité. Matt a essayé de la suivre, mais elle lui a claqué la porte au nez. Cela ne laissait plus qu'Emily, Matt et moi dans les décombres de notre salle à manger. « Et maintenant ?» a demandé Emily, sa voix rauque d'avoir pleuré. « Maintenant, vous faites vos valises et vous sortez de ma maison, ai-je dit. Tous les deux. C'est aussi ma maison, a protesté Emily. En fait, non. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé et je l'ai posé sur la table. La maison est à mon nom seul. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu te souviens? Tu n'as aucun droit légal dessus. Le visage d'Emily est devenu blanc. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'ai des droits. Tu as le droit de trouver un autre endroit où vivre, ai-je dit. Je suggérerais un hôtel, mais je crois comprendre que tu en connais déjà plusieurs dans le coin. Matt a finalement trouvé son courage, bombant le torse comme s'il allait m'intimider. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Tu penses que tu as gagné. Je sais que j'ai gagné, ai-je dit. Ta femme divorce. La réputation de ton entreprise est sur le point d'être détruite quand la nouvelle se répandra. Et Emily ici vient de découvrir que tu l'as trompée aussi. Je dirais que c'est une victoire assez complète. Ce n'est pas fini, a menacé Matt. Si, ça l'est, ai-je dit. C'est complètement fini. Ton mariage est fini. Ta liaison est finie. Ta relation avec cette famille est finie. Et si tu ne sors pas de ma maison dans les 60 prochaines secondes, ta capacité à marcher droit va aussi être finie. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de se battre, mais Matt a toujours été une brute, et les brutes sont fondamentalement des lâches. Il a attrapé sa veste et s'est dirigé vers la porte. Allez, et a-t-il dit. Sortons d'ici. Mais Emily ne bougeait pas. Elle fixait le dossier que j'avais posé sur la table. Qu'est-ce qu'il y a dedans, a-t-elle demandé. Les papiers du divorce, ai-je dit. Déjà déposés, avec des copies de toutes les preuves que j'ai recueillies. Ton adultère, ta tromperie financière, tes plans pour m'escroquer dans le règlement du divorce. Je ne te demande rien, Emily, mais je ne te donne rien non plus. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, rien. Tu peux commencer ta nouvelle vie avec exactement ce que tu as apporté à ce mariage, tes vêtements et tes mensonges. Emily a ouvert le dossier avec des mains tremblantes et a parcouru les documents. Tu ne peux pas faire ça. Je vais me battre. Avec quel avocat, ai-je demandé. Tu as vidé en secret notre compte d'épargne, tu te souviens? Et je doute que tu trouves quelqu'un prêt à te représenter pro bono dans une affaire où tu es clairement la partie coupable. La combativité l'a quittée alors. Elle s'est affalée sur sa chaise, l'air plus âgé que ses 36 ans. Je t'aimais, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Tu aimais l'idée de moi. La sécurité, la stabilité, la belle maison et le salaire régulier. Mais tu ne m'as jamais aimé, Emily. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas pu faire ça. Matt s'impatientait près de la porte. Et nous devons partir maintenant. Emily s'est levée lentement, comme une vieille femme. Je peux au moins faire quelques valises. Tu as 10 minutes, ai-je dit. Et je regarderai pour m'assurer que tu ne prends que ce qui t'appartient. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers les escaliers, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Matt s'est attardé dans l'embrasure de la porte et, pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret dans ses yeux. Nous étions frères, a-t-il dit doucement. Nous l'étions, ai-je convenu.
Mais les frères ne se trahissent pas. Les frères ne volent pas les femmes des autres en riant de la stupidité et de la confiance de leurs victimes. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire autre chose, puis l'a refermée et est sorti. Je suis resté seul dans ma salle à manger détruite, entouré des vestiges de ce qui était autrefois ma vie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. La maison semblait différente après leur départ. Plus calme, mais pas de manière solitaire. Plutôt comme si le poids oppressant de la tromperie avait été levé, laissant derrière lui un air pur et des possibilités. J'ai passé le reste du dimanche à nettoyer les preuves de notre dernier souper, à ranger la porcelaine de la grand-mère d'Émilie, à jeter les fleurs fanées qui avaient décoré notre dernier repas de famille. Le lundi matin a apporté les inévitables appels téléphoniques. L'avocate d'Émilie, une femme élégante nommée Patricia Wells, a appelé à 8 heures précises. Monsieur Ransom, je représente votre femme dans la procédure de divorce. J'aimerais discuter d'un règlement. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit en remuant du sucre dans mon café. Les conditions sont clairement énoncées dans les documents. Ma cliente est prête à être raisonnable sur la question de l'adultère en échange d'un partage plus équitable des biens. J'ai ri, ce qui a semblé la surprendre. Maître Wells, votre cliente a passé 6 mois à planifier de m'escroquer ma maison et mes économies tout en ayant une liaison avec mon frère. Quelle partie de cela vous semble raisonnable? Monsieur Ransom, je comprends que vous soyez blessé, mais... Je ne suis pas blessé, ai-je interrompu. J'en ai fini. Votre cliente peut signer les papiers tels quels, ou nous pouvons aller au tribunal et laisser un juge examiner les preuves vidéo. C'est son choix. Il y a eu une longue pause. Vous les avez enregistrés? Je me suis protégé contre des criminels, ai-je dit. Si votre cliente veut porter plainte pour atteinte à la vie privée, elle est la bienvenue pour expliquer à un juge pourquoi elle commettait un adultère dans mon lit. Maître Wells a raccroché sans un mot de plus. Le deuxième appel est venu de Matt, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'il se faufile et lèche ses plaies en privé. Nick, il faut qu'on parle. Non, pas du tout. 5 minutes, s'il te plaît. Je suis devant ton bureau. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau au centre-ville et j'ai vu la BMW de Matt garée de l'autre côté de la rue. Il était appuyé contre, le téléphone collé à l'oreille, l'air de ne pas avoir dormi. 2 minutes, ai-je dit. Dans le hall. J'ai pris l'ascenseur et j'ai trouvé Matt faisant les 100 pas près du poste de sécurité. Il avait une mine affreuse. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, ses vêtements froissés, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Tara m'a mis dehors, a-t-il dit sans préambule. Elle a changé les serrures, déposé une ordonnance restrictive, la totale. Bien pour elle. Elle prend la moitié de mon entreprise dans le divorce. Aussi, bien pour elle. Matt s'est passé les mains dans les cheveux. Écoute, je sais que tu me détestes en ce moment, mais nous sommes toujours de la famille. Non, nous ne le sommes pas, ai-je dit calmement. La famille ne fait pas ce que tu as fait. C'est juste arrivé, Nick. Nous ne l'avions pas prévu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à l'un des enregistrements audio que Marsha avait capturés. La voix d'Émilie a rempli le hall. Nous devons être malins. Si nous pouvons faire croire à Nick que c'était son idée de mettre fin au mariage, il me donnera probablement tout ce que je veux juste pour éviter un conflit. Le visage de Matt est devenu blême lorsque sa propre voix a répondu. Il a toujours été une mauviette. Tu te souviens au lycée quand je l'ai convaincu de me laisser emmener Sarah Morrison au bal de promo à sa place. Même principe. J'ai éteint l'enregistrement. Tu penses toujours que c'est juste arrivé. Nick. Il te reste 90 secondes. Matt a regardé autour du hall animé, espérant probablement de l'inspiration ou de la sympathie. Il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il finalement demandé. De l'argent? Je te rembourserai tout ce qu'Émilie a pris. Je ne veux pas de ton argent. Alors quoi? Je veux que tu disparaisses, ai-je dit. Je veux que tu prennes ta salle de sport, ta BMW et ton charme de pacotille et que tu foutes le camp de ma ville. Je ne veux plus jamais te revoir. C'est aussi ma maison ici. Plus maintenant. Matt m'a regardé pendant un long moment, et je pouvais le voir essayer de comprendre s'il y avait un angle qu'il n'avait pas considéré, un moyen de manipuler la situation en sa faveur. Tu as changé, a-t-il finalement dit. Non, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de prétendre que tu es quelqu'un que tu n'es pas,
il est parti sans un mot de plus, et j'ai regardé à travers les fenêtres du hall alors qu'il s'éloignait en voiture. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de regret, pas de colère persistante, juste la certitude calme que je n'aurais plus jamais affaire à Matt Ransom. Le troisième appel est venu mardi soir d'une source inattendue, Tara. Nick, c'est Tara. Tu as quelques minutes pour parler? Bien sûr. Comment tiens-tu le coup? Mieux que prévu, en fait. Je voulais te remercier pour dimanche, pour m'avoir montré la vérité. Je suis désolé que tu aies dû le voir de cette façon. Ne sois pas désolé. J'avais besoin de le voir exactement de cette façon. Clair, indéniable, impossible à rationaliser ou à excuser. Il y avait quelque chose dans sa voix, une force que je n'avais jamais entendue auparavant. Je peux te demander quelque chose, Nick? Bien sûr. Depuis combien de temps savais-tu? Environ 3 semaines. Toi. Tara est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. 6 mois, a-t-elle finalement dit. 6 mois. Et tu n'as rien dit. J'ai essayé de me convaincre que j'imaginais des choses. Matt a toujours été charmant, il a toujours eu des femmes qui s'intéressaient à lui. Je pensais que c'était juste mon insécurité. Mais tu savais. Je savais. J'ai engagé mon propre détective privé il y a 2 mois. C'est comme ça que j'ai découvert l'hôtel, les autres femmes, tout ça. C'était une révélation à laquelle je ne m'attendais pas, pourquoi ne l'as-tu pas confrontée? Parce que je voulais être intelligente. J'ai tout documenté, j'ai monté un dossier pour le divorce, j'ai protégé mes biens. J'ai appris en regardant d'autres femmes se faire détruire dans des divorces compliqués parce qu'elles agissaient sous le coup de l'émotion au lieu de la stratégie. J'ai ressenti une vague d'admiration pour cette femme discrète que j'avais toujours sous-estimée. Tu préparais ta propre vengeance. Je préfère penser que c'est de la justice. Matt va perdre la salle, la maison, la plupart de ses économies et sa réputation. Quand j'en aurai fini avec lui, il aura de la chance de trouver un emploi de coach personnel dans l'établissement de quelqu'un d'autre. Et Emily? Qu'en est-il d'elle? Elle a fait ses choix. Elle peut vivre avec les conséquences. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes et j'ai découvert que Tara n'avait rien à voir avec l'épouse douce et effacée que j'avais toujours cru qu'elle était. Elle était intelligente, stratégique et absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de se protéger. Il y a autre chose, a-t-elle dit avant que nous raccrochions. Quelque chose que tu devrais savoir. Quoi? La caméra dans ta chambre? C'est moi qui t'ai envoyé cette première vidéo. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Je faisais suivre Matt depuis des semaines. Mon détective a obtenu des images de lui entrant dans ta maison avec Emily, et j'ai pensé que tu méritais de savoir ce qui se passait. C'est toi qui m'as envoyé l'email anonyme. Oui. Je suis désolé pour la supercherie, mais je n'étais pas sûr de ta réaction si tu savais que ça venait de moi. Cela changeait tout. Tara n'avait pas seulement été une victime dans cette situation. Elle avait été une participante active dans la révélation de la vérité. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu es un homme bien, Nick. Tu méritais mieux que ce qu'il te faisait. Et parce que j'avais besoin d'un allié, même si tu ne savais pas que tu en étais un. Un allié? Pense-y. Si tu les avais confrontés en privé, ils auraient trouvé un moyen de retourner la situation pour te faire passer pour le méchant. Mais en les exposant publiquement devant la famille, tu as rendu impossible pour eux de contrôler le récit. Elle avait raison. Emily et Matt ne pouvaient pas prétendre que c'était un malentendu ou un moment de faiblesse quand les preuves étaient si accablantes et publiques. Tu t'es servi de moi, ai-je dit. Mais je n'étais pas en colère. Nous nous sommes servis l'un de l'autre, a corrigé Tara. Et nous avons tous les deux obtenu ce dont nous avions besoin. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison silencieuse et je me suis émerveillé de voir à quel point je m'étais trompé sur presque tout le monde dans ma vie. Emily n'était pas l'épouse aimante que je pensais qu'elle était. Matt n'était pas le frère charmant mais inoffensif que je croyais qu'il était. Et Tara n'était pas l'épouse passive et effacée que j'avais toujours vue. Mais la plus grande révélation était sur moi-même. Je n'étais pas la mauviette faible et confiante qu'ils avaient tous supposé. Poussé à bout, j'avais été méthodique, stratégique et absolument impitoyable pour me protéger. C'était bon de découvrir que j'étais plus fort que quiconque ne l'avait imaginé. 3 semaines plus tard, je pensais que le pire était derrière moi.
Émilie avait signé les papiers du divorce sans autre protestation, probablement sur les conseils de son avocate, qui avait examiné les preuves et réalisé qu'elle n'avait aucune chance. Matt avait mis sa salle de sport en vente et déménageait apparemment en Floride pour prendre un nouveau départ, ce qui me convenait tant que « nouveau départ » signifiait loin. Je commençais à penser que je pouvais passer à autre chose quand Émilie s'est présentée à mon bureau un jeudi après-midi, l'air désespéré et légèrement déséquilibré. « Il faut qu'on parle », dit-elle, dépassant ma secrétaire malgré qu'on lui ait dit que j'étais en réunion. J'ai levé les yeux de mon ordinateur pour trouver ma future ex-femme debout dans l'embrasure de ma porte, et ma première pensée fut à quel point elle avait l'air différente. La femme soignée et impeccable que j'avais épousée avait été remplacée par quelqu'un aux yeux creux et au genre de désespoir qui pousse les gens à faire des choses stupides. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai besoin que tu arrêtes ça, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Rappelle ton avocat. Retire les papiers du divorce. Donne-nous une autre chance. Nous. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je pensais qu'il n'y avait plus de nous. Je pensais que tu avais choisi Matt. Matt est parti, dit-elle, et sa voix se brisa sur les mots. Il a quitté la ville hier. Il n'a même pas dit au revoir. Je n'étais pas surpris. Matt avait toujours été doué pour quitter le navire quand les choses se compliquaient. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Pas parce que je me sentais mal pour Émilie, mais parce que cela confirmait tout ce que j'avais toujours soupçonné sur le caractère de mon frère. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir, a poursuivi Émilie. Mais je sais qu'il ne reviendra pas. C'est fini avec moi. Alors maintenant tu veux revenir vers moi. J'ai fait une erreur, Nick. Une terrible, stupide erreur. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie, reconstruire notre mariage, recommencer. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère ou de conscience de soi. Ce que j'ai vu à la place, c'était la panique et le calcul. Émilie n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'avoir été prise et abandonnée. Non, ai-je dit simplement. S'il te plaît, je t'aime. Tu aimes la sécurité que je représente. Il y a une différence. Émilie s'est approchée de mon bureau et j'ai senti une odeur d'alcool sur son haleine. Il était 14 heures de l'après-midi. Je sais que je t'ai fait du mal, dit-elle. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais les gens font des erreurs, Nick. Les gens méritent une seconde chance. Certaines erreurs sont trop grandes pour une seconde chance. Ce n'était que de l'intimité, dit-elle, sa voix s'élevant. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait dire quelque chose pour moi, ai-je répondu calmement. Ça voulait dire que la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance me mentait en face tous les jours pendant des mois. Ça voulait dire que toi et mon frère vous moquiez de ma stupidité et de ma crédulité. Ça voulait dire que vous prévoyiez de détruire ma vie pour votre propre convenance. Le sang-froid d'Émilie s'est complètement fissuré. Alors tu es ridicule. D'accord, j'ai eu une liaison. Beaucoup de gens mariés ont des liaisons. Ça ne doit pas tout finir. Ça finit tout pour moi. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Tu vas vraiment jeter 8 ans de mariage pour ça ? Je ne jette rien, Émilie. C'est toi qui l'as déjà fait. Le désespoir dans ses yeux s'est transformé en quelque chose de plus laid. Tu te crois si supérieur, n'est-ce pas ? Tu penses que tu es la victime parfaite dans tout ça ? Je pense que j'en ai fini avec cette conversation. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la sécurité, mais Émilie m'a saisi le poignet. Tu veux savoir la vérité, Nick ? Tu veux savoir pourquoi je t'ai trompé ? Pas particulièrement. Parce que tu es ennuyeux, a-t-elle craché. Tu es prévisible et ennuyeux et sûr, et j'avais l'impression d'étouffer dans cette petite vie parfaite que tu as construite pour nous. Alors tu aurais dû demander le divorce au lieu de me trahir. J'ai essayé de t'aimer comme tu voulais être aimé, a-t-elle poursuivi, ignorant ma réponse. J'ai essayé d'être l'épouse parfaite, d'apprécier ta stabilité, ta fiabilité et toutes ces merveilleuses qualités que tout le monde disait que je devrais vouloir chez un mari. Comme c'est noble de ta part. Mais Matt m'a fait me sentir à nouveau vivante. Il m'a rappelé ce que c'était de désirer quelqu'un, d'être excité de le voir, de ressentir de la passion pour quelque chose. Et maintenant il est parti. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Le visage d'Émilie s'est décomposé et elle s'est effondrée sur la chaise en face de mon bureau. Il a dit qu'il m'aimait,
a-t-elle murmuré. Il a dit que nous allions construire une vie ensemble. Matt dit beaucoup de choses. Il les dit depuis toute sa vie. La différence, c'est que la plupart des gens finissent par comprendre qu'ils ne les pensent pas, j'ai tout perdu pour lui. Mon mariage, ma famille, ma mère ne me parlent même plus. Tu as tout perdu à cause de tes choix, ai-je corrigé. Matt ne t'a pas forcé à avoir une liaison. Il ne t'a pas forcé à me mentir ou à prévoir de m'escroquer dans un divorce. Tu as pris ces décisions. Emily m'a regardé avec des yeux rougis. Tu ne ressens rien? Ça ne te fait rien que je souffre? La question m'a pris au dépourvu car j'ai réalisé que la réponse était compliquée. Est-ce que ça m'importait qu'Emily souffre? À un certain niveau, oui. J'avais aimé cette femme pendant 8 ans. J'avais prévu de passer ma vie avec elle. L'avoir détruite ne me donnait pas la satisfaction que j'attendais. Mais je savais aussi que sa douleur était entièrement auto-infligée et qu'elle n'était désolée que parce que son plan avait échoué, pas parce qu'elle comprenait la profondeur de sa trahison. Ça m'importe que tu souffres, ai-je finalement dit. Mais je ne peux pas arranger ça pour toi, Emily. Et je ne sacrifierai pas mon amour-propre pour que tu te sentes mieux dans tes choix. Elle est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, et je pouvais la voir passer en revue différentes stratégies. Les larmes et le désespoir n'avaient pas fonctionné. La colère et le blâme n'avaient pas fonctionné. Maintenant, elle essayait probablement de trouver une approche qui pourrait encore la sauver. Et si je pouvais prouver que j'ai changé, a-t-elle finalement demandé. Et si je pouvais te montrer que je suis déterminé à faire en sorte que ça marche? Comment ferais-tu ça? Je ferai tout ce que tu veux. Thérapie, transparence totale avec mon téléphone et mes emails. Je quitterai mon travail si tu le veux. Je resterai à la maison, je me concentrerai sur le fait d'être une meilleure épouse. C'était une offre tentante d'une certaine manière. L'Emily assise en face de moi était brisée, désespérée et complètement à ma merci. Une partie de moi voulait croire que les gens pouvaient changer, que l'amour pouvait surmonter la trahison, que nous pouvions d'une manière ou d'une autre reconstruire ce qu'elle avait détruit. Mais j'avais vu les vidéos. J'avais entendu les enregistrements. Je savais exactement ce qu'Emily pensait de moi quand elle ne pensait pas que j'écoutais. Non, ai-je dit. Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, Emily. Tu es désolé d'avoir été prise. Tu es désolé que Matt t'ait quitté. Tu es désolé que ton plan n'ait pas fonctionné. Mais tu n'es pas désolé de m'avoir trahi. Et tu n'es pas désolé pour les mois de mensonges et de manipulations. Ce n'est pas vrai. Si Matt t'appelait maintenant et te disait qu'il a changé d'avis, qu'il veut être avec toi après tout, serais-tu toujours assise dans mon bureau à supplier pour une autre chance? Le silence d'Emily était une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Tu ne me veux pas, Emily. Tu veux la sécurité et la stabilité que je représente. Tu veux quelqu'un pour prendre soin de toi maintenant que ta grande romance s'est effondrée. Mais je ne suis pas intéressé à être ton lot de consolation. Elle s'est levée brusquement, son visage rougissant de colère. Très bien. Tu veux être seule? Tu veux jeter tout ce que nous avons construit ensemble? Vas-y. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Emily s'est dirigée en trombe vers la porte, puis s'est retournée pour un dernier coup. Tu sais quel est ton problème, Nick? Tu te crois meilleur que tout le monde. Tu te crois si moral et juste, mais tu n'es qu'un lâche qui a peur de prendre des risques, peur de vivre vraiment. Peut-être, ai-je dit, mais je préfère être un lâche qu'un menteur. Elle est partie sans un mot de plus, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je suis resté seul dans mon bureau pendant longtemps après son départ, analysant la conversation et mes propres réactions. Emily avait raison sur un point. Je jetais 8 ans de mariage, 8 ans de souvenirs partagés, de blagues privées, de dimanches matins tranquilles et de rêves de vieillir ensemble. Mais ces 8 années avaient été construites sur une fondation de mensonges. Emily n'avait jamais été la femme que je pensais avoir épousée. Elle jouait un rôle, me donnant ce qu'elle pensait que je voulais tout en me le reprochant secrètement. La vraie tragédie n'était pas que notre mariage se terminait. La vraie tragédie était qu'il n'avait jamais vraiment existé. Mon téléphone a sonné, interrompant mes sombres pensées. C'était Tara. « Salut, dit-elle, comment vas-tu? Emily vient de quitter mon bureau. Ah, laisse-moi deviner. Elle veut que tu la reprennes maintenant que Matt a fichu le camp.
Comment sais-tu que Matt est parti? Il m'a appelé hier pour essayer de me faire abandonner la procédure de divorce. Il a dit qu'il déménageait en Floride pour un nouveau départ et qu'il voulait qu'on se quitte en bons termes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de demander à son avocat de contacter le mien et j'ai raccroché. Je me suis surpris à sourire pour la première fois de la journée. Tu es plus dur que je ne le pensais. Je suis plus dur que je ne le pensais moi-même, a répondu Tara. Il s'avère que se faire trahir par son conjoint soit ça vous détruit, soit ça vous rend plus fort. J'ai décidé de devenir plus forte. Des regrets d'avoir divorcé de Matt? Aucun. Sur la façon dont j'ai géré les choses? Aucun. D'avoir gâché 10 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne me méritait pas? Tous les jours. Nous avons parlé quelques minutes de plus et je me suis surpris à attendre avec impatience ces conversations avec Tara. Elle comprenait ce que je traversais d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Et il y avait quelque chose de réconfortant à parler à quelqu'un qui avait vécu la même trahison et qui en était sorti plus fort. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de mon bureau et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pendant des semaines, je m'étais concentré sur la vengeance, sur le fait de faire payer Emily et Matt pour ce qu'ils m'avaient fait. Mais assis là, après le plaidoyer désespéré d'Emily, j'ai réalisé que la vengeance était complète. Emily était seule, abandonnée par son amant, brouillée avec sa famille, faisant face à un divorce qui la laisserait sans rien. Matt recommençait dans une nouvelle ville avec une réputation ruinée et la moitié de ses biens en moins. Ils avaient tous les deux perdu tout ce qu'ils avaient essayé de me voler. Mais plus important encore, j'étais libre. Libre des mensonges, libre de la manipulation, libre de l'effort épuisant d'essayer d'aimer quelqu'un qui me voyait comme un gagne-pain plutôt qu'un partenaire. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment optimiste quant à l'avenir. Je n'avais aucune idée que le pire était encore à venir. Vendredi soir, j'étais à la maison en train de corriger des propositions de projet quand mon système de sécurité a sonné. Quelqu'un était à la porte d'entrée. Le moniteur vidéo montrait Emily et Matt sur mon porche, tous deux l'air agités et désespérés. Emily gesticulait sauvagement tandis que Matt faisait les 100 pas comme un animal en cage. C'était inattendu. Selon Tara, Matt était censé être à mi-chemin de la Floride. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place, créant un espace juste assez large pour parler. « Il faut qu'on entre », a dit Emily immédiatement. « Il faut qu'on te parle. » « Nous avons déjà parlé », ai-je répondu. « Il n'y a plus rien à discuter. »« S'il te plaît, Nick », a dit Matt, et sa voix avait une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. « Juste 5 minutes. Tu as dit que tu quittais la ville. Les plans ont changé. » Je les ai étudiés tous les deux à travers l'entrebâillement de la porte. Emily avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures, son maquillage était maculé et ses cheveux en désordre. Matt transpirait malgré la soirée fraîche d'octobre, et ses mains tremblaient légèrement. « Vous êtes sous ?» ai-je demandé. « Nous sommes désespérés », a dit Emily. « Nick, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. » Contre mon meilleur jugement, j'ai fermé la porte, retiré la chaîne et les rouvertes. Ils se sont précipités à l'intérieur comme s'ils étaient poursuivis. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en fermant et en verrouillant la porte derrière eux. Emily et Matt ont échangé un regard qui était à la fois de la culpabilité, de la panique et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. « Nous avons besoin d'argent », a finalement dit Matt. « Beaucoup d'argent. »« Pourquoi faire ?»« C'est compliqué », a dit Emily. « Décompliqué. » Ils se sont regardés à nouveau, et j'ai réalisé qu'ils avaient peur. Pas seulement inquiets ou anxieux, mais vraiment terrifiés. « Matt doit de l'argent à des gens », a finalement dit Emily. « Des gens peu recommandables. » « Quel genre de gens peu recommandables ? » Matt s'est passé les mains dans les cheveux, un geste que je me souvenais de l'enfance chaque fois qu'il avait de gros ennuis. J'ai emprunté de l'argent pour agrandir la salle de sport. Des investisseurs privés, pas des banques. Des usuriers. Ils préfèrent partenaires de prêt alternatifs, a dit Matt avec un rire amer. Mais oui, en gros. Combien leur dois-tu ? 200 000 €. J'ai sifflé doucement. C'est beaucoup de prêts alternatifs. Les affaires marchaient bien, a poursuivi Matt. J'étais sûr de pouvoir rembourser en 1 an, mais ensuite tout s'est effondré après. Après dimanche. Après que tu te sois fait prendre en train de tromper ta femme avec la mienne. Les gens ont commencé à annuler leurs abonnements, a dit Emily.
La nouvelle de l'affaire s'est répandue et la réputation de Matt a été détruite. L'entreprise a coulé presque du jour au lendemain. Et maintenant les usuriers veulent leur argent. Ils veulent leur argent plus les intérêts, a dit Matt. Et ce ne sont pas le genre de personnes qui acceptent les plans de paiement. Je les ai regardés tour à tour, essayant de digérer cette information. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Nous avons besoin que tu nous prêtes l'argent, a dit Emily, juste le temps que nous nous remettions sur pied. Je l'ai regardé, incrédule. Tu veux que je te prête de l'argent pour payer les dettes de jeu de ton petit ami? Ce ne sont pas des dettes de jeu, a protesté Matt. C'était un investissement commercial légitime qui a mal tourné parce que tu n'as pas pu garder ton pantalon. Nick, s'il te plaît, a dit Emily. Ces gens sont dangereux. Ils ont déjà fait des menaces. Quel genre de menaces? Matt a relevé sa chemise, révélant un hématome violet qui couvrait la majeure partie de son côté gauche. Ils m'ont rendu visite hier. Ils ont dit que la prochaine fois, ce serait pire. J'ai ressenti une lueur de sympathie, ce qui m'a agacé. Matt s'était mis dans ce pétrin par sa propre arrogance et son mauvais jugement. Mais il était toujours mon frère. Et l'idée qu'il soit gravement blessé me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Pourquoi ne donnes-tu pas simplement la salle de sport, ai-je demandé. Vends-la, paie-les, et tire-toi. La salle vaut peut-être 50 000 € dans une vente au rabais, a dit Matt. Et c'est si je peux trouver un acheteur, ce que je ne peux pas faire parce que tout le monde en ville est au courant du scandale. Et Tara? Ne peut-elle pas aider? Le rire de Matt était amer. L'avocat de Tara pour le divorce a gelé tous mes avoirs. Je ne peux pas accéder à mes propres comptes bancaires. Alors, vous êtes venu me voir. Tu es la seule famille qu'il me reste, a dit Matt. Et pendant un instant, il a sonné comme le petit frère avec qui j'avais grandi au lieu de l'homme arrogant qui m'avait trahi. Famille, ai-je répété. C'est intéressant venant de quelqu'un qui couchait avec ma femme dans mon lit. Emily a tressailli, mais Matt a rencontré mon regard fermement. Je sais que j'ai merdé, Nick. Je sais que je t'ai blessé de la pire des manières, mais je suis toujours ton frère. L'es-tu? Parce que les frères ne se trahissent pas comme tu m'as trahi. J'ai été stupide et égoïste et j'ai pris des décisions terribles, a dit Matt. Mais si ces gens me tuent, ça n'annulera pas ce que j'ai fait. Ça ne fera qu'empirer les choses. Te tuer? J'ai regardé Emily. Tu es sérieuse? Ils lui ont cassé 2 côtes hier, a-t-elle dit doucement. Et ils ont dit que la prochaine fois, il commencerait par ses genoux et remonterait. Cela dépassait tout ce que j'avais prévu. Quand j'avais planifié ma vengeance, j'avais imaginé une humiliation publique, une procédure de divorce et un ostracisme social. Je n'avais pas envisagé que Matt ait pu s'impliquer avec de vrais criminels. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Et leur dire quoi? A demandé Matt. Que j'ai emprunté de l'argent à des usuriers et que maintenant je ne peux pas les rembourser? Ils me diront juste que c'est une affaire civile. De plus, a ajouté Emily, ces gens ont été très clairs sur ce qui arriverait si nous impliquions les forces de l'ordre. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue de banlieue tranquille où je pensais construire une vie sûre et prévisible. Rien dans cette situation n'était sûr ou prévisible. 200 000 €, ai-je dit. Nous te rembourserons, a dit Emily rapidement. Chaque centime, avec intérêt. Comment? Vous n'avez pas de travail, pas de biens, aucun moyen de générer des revenus. Nous trouverons quelque chose. Ce n'est pas un plan, Emily. C'est un vœu pieux. Matt s'est avancé. Nick, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'en supplie. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir parce que j'ai été trop stupide et arrogant pour voir ce que je jetais. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais jamais entendue auparavant, qui a traversé ma colère. Ce n'était pas le Matt arrogant et charmant qui avait volé ma femme et en avait ri. C'était un homme effrayé, brisé, qui réalisait enfin les conséquences de ses actes. Je dois y réfléchir, ai-je finalement dit. Nous n'avons pas le temps de réfléchir, a dit Emily. Ils veulent l'argent d'ici dimanche, ou quoi? Ou ils commenceront à collecter d'autres manières. L'implication flottait dans l'air comme un nuage toxique. Ces gens ne menaçaient pas seulement Matt. Ils menaçaient aussi Emily. Où logez-vous? Ai-je demandé.
Un motel sur l'autoroute, a dit Matt. Le genre qui loue alors et ne demande pas de pièce d'identité. Vous pouvez rester ici ce soir, ai-je dit, me surprenant moi-même. Mais je veux d'abord des réponses. Le soulagement a inondé leurs deux visages. Merci, a murmuré Émilie. Ne me remercie pas encore. Je n'ai rien décidé. Je les ai conduits au salon et leur ai fait signe de s'asseoir sur le canapé. Ils se sont blottis l'un contre l'autre comme des réfugiés, ce qu'ils étaient, je suppose. Racontez-moi tout, ai-je dit. Depuis le début. Pas de mensonges, pas d'omission, pas de tentative de rendre l'histoire plus belle. Pendant les 2 heures suivantes, ils ont exposé toute l'histoire sordide. L'expansion de l'entreprise de Matt avait été plus ambitieuse qu'ils ne l'avaient laissé entendre. Il avait emprunté de l'argent non seulement pour du nouvel équipement, mais aussi pour un deuxième emplacement, un appartement de luxe en centre-ville et la BMW qu'il conduisait comme un trophée. Je voulais impressionner Émilie, a-t-il admis. Je voulais lui montrer que je pouvais lui offrir le genre de vie qu'elle méritait. Alors tu as emprunté de l'argent que tu ne pouvais pas te permettre de rembourser. J'étais sûr que l'entreprise le supporterait. L'industrie du fitness est en plein essor, et j'avais une solide réputation. Avait, étant le mot-clé. Les usuriers faisaient apparemment partie d'une plus grande organisation spécialisée dans les prêts aux petites entreprises qui ne pouvaient pas obtenir de financement traditionnel. Les taux d'intérêt étaient astronomiques, mais ils n'exigeaient pas la paperasse et les vérifications de crédit que les banques demandaient. Ils semblaient légitimes au début, a dit Matt. Professionnels, organisés, comme n'importe quelle autre entreprise. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire les paiements. Le premier paiement manqué, ils ont été compréhensifs. Ils ont dit ces choses arrivent. Ils m'ont donné une prolongation. Le deuxième paiement manqué, ils étaient moins compréhensifs. Au troisième, il a montré ses côtes meurtries. Et Émilie s'est impliquée. Comment? Émilie avait l'air mal à l'aise. J'ai co-signé certains des papiers. Tu as fait quoi? Matt a dit que c'était juste une formalité, que les prêteurs exigeaient une deuxième signature pour les montants plus importants. Je l'ai regardé, incrédule. Tu as co-signé un prêt de 200 000 € avec des usuriers. Je ne savais pas que c'était des usuriers à l'époque. Mais tu savais que tu signais des documents financiers sans le dire à ton mari. Le visage d'Émilie est devenu rouge. J'allais te le dire. Après. Après que tu aies divorcé de moi et pris la moitié de mes biens. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle dit doucement. Comment ça devait se passer? Nous allions attendre que le divorce soit finalisé, a dit Matt. Émilie obtiendrait son règlement. Nous utiliserions cet argent pour rembourser les prêts et ensuite nous recommencerions à zéro ensemble. En utilisant mon argent. Nous t'aurions remboursé à un moment donné. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Vous prévoyez de me voler mon argent pour payer vos dettes, et vous pensez que c'est en quelque sorte mieux que de simplement me demander de l'aide? Nous savions que tu n'accepterais jamais de nous aider si tu savais pour la liaison, a dit Émilie. Alors vous avez décidé de me tromper à la place. Nous allions te dire la vérité à un moment donné. Quand? Après m'avoir mis en faillite et détruit ma vie? Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, ayant besoin de distance pour traiter ce qu'il m'avait dit. La situation était encore pire que je ne l'avais imaginé. Non seulement Émilie et Matt m'avaient trahi personnellement, mais ils s'étaient aussi impliqués avec des criminels dangereux et m'avaient entraîné dans le pétrin par extension. Si ces usuriers étaient aussi violents qu'ils le prétendaient, et si Émilie avait effectivement co-signé les papiers, alors sa vie était en danger réel. Et malgré tout ce qu'elle m'avait fait, je ne pouvais pas rester les bras croisés et la regarder se faire du mal. Mes 200 000 €, c'était plus d'argent que ce que j'avais en liquidité. Je devrais liquider mes comptes de retraite, prendre une deuxième hypothèque sur la maison, peut-être même vendre des investissements à perte. J'envisageais de prêter une fortune à 2 personnes qui m'avaient trahi de la pire des manières pour les sauver des conséquences de leurs propres actes, sans aucune garantie de revoir l'argent un jour. C'était probablement la chose la plus stupide que j'ai jamais envisagé de faire. C'est probablement pour ça que j'allais le faire. Je suis retourné au salon pour trouver Émilie et Matt assis dans un silence tendu, me regardant avec l'espoir désespéré de personnes dont la vie dépendait de mes prochains mots. Je vous prêterai l'argent, ai-je dit. Émilie a éclaté en larmes de soulagement. Matt avait l'air de pouvoir s'évanouir. Mais, ai-je continué, il y a des conditions.
N'importe quoi, a dit Matt rapidement. Premièrement, vous signez tous les deux une reconnaissance de dette avec un échéancier de paiement et des clauses de pénalité. C'est une transaction commerciale, pas un cadeau. Bien sûr. Deuxièmement, vous quittez la ville immédiatement après que cela soit résolu. Je ne veux plus jamais vous revoir. Nous comprenons. Troisièmement, si vous me contactez à nouveau pour quelque raison que ce soit autre que les paiements du prêt, la totalité du montant devient immédiatement exigible. D'accord. J'ai regardé Émilie. Et tu signes un accord supplémentaire reconnaissant que ce prêt n'a aucun impact sur notre règlement de divorce. Tu n'as droit à aucun de mes biens et cela ne constitue pas un bien matrimonial. Je signerai tout ce que tu veux, a-t-elle dit à travers ses larmes. Bien. Je demanderai à mon avocat de préparer les papiers demain. En attendant, vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Merci, a dit Matt, sa voix épaisse d'émotion. Nick, je sais que ça ne rattrape pas ce que nous avons fait, mais... Tu as raison, ai-je interrompu. Ça ne rattrape rien. Je ne fais pas ça pour toi, Matt. Je le fais parce que je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience. Je comprends. Vraiment? Parce que je veux être très clair sur quelque chose. Après ça, c'est fini. Tu n'es plus mon frère. Émilie n'est plus ma femme. Vous êtes juste deux personnes que je connaissais autrefois et qui me doivent beaucoup d'argent. Matt a hoché la tête, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Bien. Il était peut-être temps qu'il apprenne que les actions ont des conséquences, même pour les gens charmants et privilégiés qui s'en étaient toujours sortis. Il y a encore une chose, ai-je dit. Je veux rencontrer ces usuriers. Émilie et Matt sont devenus blêmes. Ce n'est pas une bonne idée, a dit Matt rapidement. Pourquoi pas? Si je paie ta dette, je veux m'assurer qu'elle est réellement résolue. Ce ne sont pas le genre de personnes que tu veux rencontrer, Nick. Peut-être pas, mais ce sont le genre de personnes que je dois rencontrer si je veux me protéger des problèmes futurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux m'assurer qu'ils comprennent qu'une fois cette dette payée, c'est fini. Pas de contact futur, pas d'intérêt supplémentaire, pas de retour pour plus d'argent plus tard. Matt et Émilie ont échangé un autre regard. Celui-ci, de pure terreur. Tu ne comprends pas, a dit Émilie. Ces gens ne disparaissent pas simplement une fois que tu es impliqué avec eux. Tu es impliqué à vie. Alors peut-être que je ne devrais pas m'impliquer du tout. Non, a dit Matt rapidement. Non, nous organiserons une rencontre. Tout ce que tu veux. J'ai souri, mais ce n'était pas une expression agréable. Bien. Parce que je pense qu'il est temps que je rencontre les gens qui ont menacé ma famille. Ni Émilie ni Matt n'avaient l'air heureux de ce développement, mais ils n'étaient pas en position de discuter. Ils étaient venus me demander de l'aide, et l'aide venait avec des conditions. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'avais aucune intention de simplement donner 200 000 € et d'espérer pour le mieux. J'avais beaucoup appris sur la planification stratégique et la gestion des risques au cours des dernières semaines. Il était temps de mettre ces compétences à profit. Épilogue, dîner du dimanche. La rencontre a été fixée pour le dimanche à midi, ce qui m'a semblé étrangement approprié. Il semblait que tous les tournants majeurs de ce gâchis s'étaient produits le dimanche. Le lieu était un entrepôt dans le quartier industriel, le genre d'endroit où les gens se mêlent de leurs affaires et ne posent pas de questions sur les bruits inhabituels. Je suis arrivé 15 minutes en avance et je me suis garé de l'autre côté de la rue, observant le bâtiment avec des jumelles que j'avais empruntées à mon voisin Greg. À midi pile, un SUV noir s'est arrêté à l'entrée de l'entrepôt. 3 hommes en sont sortis, tous portant des costumes chers qui ne cachaient pas tout à fait les renflements d'armes dissimulés. Ils ressemblaient à l'idée que le casting central se faisait des criminels professionnels. Des yeux froids, des mouvements confiants et le genre de présence physique qui fait que les gens s'écartent sans y penser. La BMW de Matt est arrivée 5 minutes plus tard. J'ai regardé Émilie et Matt sortir de la voiture, tous deux l'air terrifiés, mais essayant de le cacher. Matt portait une mallette qui, je le savais, contenait 200 000 € en espèces, retirés de mes comptes ce matin-là. J'ai attendu encore 5 minutes, puis j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt et je me suis garé à côté de la BMW. L'argent était ma police d'assurance, mais je n'avais aucune intention de le donner sans obtenir d'abord des garanties. La porte de l'entrepôt n'était pas verrouillée. Je suis entré et je me suis retrouvé dans un grand espace principalement vide, éclairé par des néons crus.
Émilie et Matt se tenaient près d'une table pliante où les trois hommes étaient assis comme s'ils menaient une réunion de conseil d'administration. L'homme au centre était plus âgé que les deux autres, peut-être 55 ans, avec des cheveux argentés et le genre de confiance calme qui vient d'années à obtenir ce que l'on veut par l'intimidation. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Vous devez être Nick », dit-il en se levant et en tendant la main. « Je suis Vincent Carrera. Merci d'être venu. » J'ai serré sa main, notant la poigne ferme et la façon dont ses yeux m'évaluaient comme si j'étais une menace ou une opportunité potentielle. « Monsieur Carrera, je crois comprendre que mon frère vous doit de l'argent. 220 000 € à ce jour. Les intérêts s'accumulent quotidiennement. » Bien sûr. Vincent a fait un geste vers une chaise vide en face de la table. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Discutons de cela comme des gens civilisés. » Je me suis assis, plaçant ma propre mallette sur le sol à côté de moi. Je suis prêt à payer la dette de Matt en totalité, mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Premièrement, une fois que cet argent aura changé de main, Matt et Émilie en auront fini avec votre organisation. Pas de contact futur, pas de services supplémentaires, pas de retour pour plus de prêts. D'accord. Deuxièmement, je veux une confirmation écrite que la dette est payée en totalité, sans obligation restante. Cela peut s'arranger. Troisièmement, je veux votre garantie personnelle que ni Matt ni Émilie ne seront blessés, maintenant ou à l'avenir, pour quelque raison que ce soit lié à cette dette. Vincent a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Vous êtes très méticuleux, Nick. Je suis prudent. La prudence est une bonne chose. Les gens prudents vivent plus longtemps. Il s'est penché en arrière sur sa chaise. Vos conditions sont acceptables. Avez-vous l'argent? Je l'ai. Mais avant de procéder, je dois comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Comment mon frère s'est-il impliqué avec votre organisation? Matt n'est pas le gars le plus brillant du monde, mais il n'est généralement pas assez stupide pour emprunter de l'argent à des usuriers. Vincent a jeté un coup d'œil à Matt, qui transpirait abondamment malgré l'air frais de l'entrepôt. Votre frère est venu à nous, a dit Vincent. Il avait besoin de capitaux pour l'expansion de son entreprise et les prêteurs traditionnels l'avaient refusé. Pourquoi? Son historique de crédit était problématique. J'ai regardé Matt. Problématique comment? Matt s'est tortillé mal à l'aise. J'ai eu quelques problèmes il y a quelques années. Des cartes de crédit, un prêt auto qui a mal tourné, des factures médicales. Tu n'as jamais mentionné tout ça. J'avais honte. Vincent a continué. Nous sommes spécialisés dans l'aide aux personnes qui ne peuvent pas obtenir de financement traditionnel. Votre frère a présenté un plan d'affaires solide et semblait confiant de pouvoir rembourser le prêt. Mais il n'a pas pu. Les affaires sont imprévisibles. Parfois, les investissements ne fonctionnent pas comme prévu. Et parfois, les gens prennent de mauvaises décisions qui détruisent leur réputation et coulent leurs entreprises. Ça aussi. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti une épaisse enveloppe. 220 000 €, comme demandé. Vincent a fait un signe de tête à l'un de ses associés qui a pris l'enveloppe et a commencé à compter les billets avec une efficacité rodée. Pendant qu'il fait ça, a dit Vincent, peut-être seriez-vous intéressé à discuter de quelques opportunités d'affaires. Quel genre d'opportunités? Un homme avec vos ressources et votre intelligence pourrait être très précieux pour notre organisation. Nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui comprennent l'importance de la discrétion et de la fiabilité. Merci, mais je ne suis pas intéressé à élargir mon CV criminel. Vincent a ri. Criminel est un mot si dur. Nous préférons nous considérer comme des services financiers alternatifs. Appelez ça comme vous voulez. Je ne suis pas intéressé. Pensez-y. Les problèmes de dette de votre frère auraient pu être évités s'il avait eu de meilleurs conseils. Le bon partenaire aurait pu l'aider à prendre des décisions plus intelligentes. Le bon partenaire lui aurait dit de ne pas emprunter d'argent qu'il ne pouvait pas se permettre de rembourser. Peut-être. Mais ce n'est pas comme ça que les affaires fonctionnent, n'est-ce pas? Parfois, il faut prendre des risques pour atteindre ses objectifs. L'homme qui comptait l'argent a levé les yeux et a hoché la tête. Tout y est. Vincent a souri et a sorti un morceau de papier de sa veste. Comme promis. Confirmation écrite que la dette de Matthew Ransom envers notre organisation est payée en totalité, sans obligation restante. Il a signé le document avec une fioriture et l'a glissé sur la table. Je l'ai lu attentivement,
notant l'entête officielle et le langage juridique qui le faisait ressembler à une transaction commerciale légitime. Il y a encore une chose, a dit Vincent alors que je pliais le document et le mettais dans ma poche. Qu'est-ce que c'est? La dette de votre frère est résolue, mais ces indiscrétions ont créé quelques complications pour notre organisation. Quel genre de complications? La publicité entourant sa liaison a attiré une attention indésirable sur certaines de nos activités commerciales. Les gens posent des questions, font des liens qu'ils ne devraient pas faire. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si les obligations financières de votre frère sont terminées, ces obligations envers notre organisation ne le sont peut-être pas. Matt est devenu blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait vous demander de déménager dans un endroit plus privé pendant que la situation se résout. Pour combien de temps? Ça dépend de la vitesse à laquelle les gens se désintéressent de votre histoire. Je me suis levé brusquement. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Vincent est resté assis, mais ses deux associés ont légèrement bougé, se positionnant entre moi et la porte. Asseyez-vous, Nick, a dit Vincent calmement. Discutons de cela raisonnablement. Il n'y a rien à discuter. J'ai payé la dette. Vous m'avez donné une confirmation écrite. C'est résolu. Nous en avons fini ici. Malheureusement, ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Vincent a soupiré comme s'il avait affaire à un enfant difficile. La liaison de votre frère a créé un scandale public qui interfère avec nos opérations commerciales. Cela a un coût, et quelqu'un doit payer ce coût. Combien? Ce n'est pas une question d'argent cette fois. C'est une question de discrétion. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que votre frère et sa petite amie doivent disparaître pendant un certain temps. Quelque part de calme où ils ne peuvent plus attirer l'attention. J'ai regardé Matt et Emily, qui avaient tous deux l'air sur le point de s'évanouir. Et s'ils refusent? Le sourire de Vincent est devenu froid. Espérons qu'ils ne refusent pas, le silence est tombé sur l'entrepôt, à l'exception du bourdonnement des néons et du son de mon propre rythme cardiaque. J'étais entré dans ce que je pensais être une simple transaction commerciale, et je me retrouvais au milieu de quelque chose de beaucoup plus dangereux. Combien de temps, ai-je demandé? 6 mois, peut-être 1 an. Jusqu'à ce que les gens oublient le scandale et passent à d'autres potins. Où? Nous avons des installations dans plusieurs États. Rien de luxueux, mais sûr et privé. Vous parlez de kidnapping. Je parle de garde préventive pour leur propre sécurité. Bien sûr. Les euphémismes devenaient ridicules, mais la menace était claire. Matt et Emily allaient disparaître, qu'ils soient d'accord ou non. Et moi? Vous êtes libre de partir, naturellement. Vous avez rempli vos obligations envers nous. Et si je vais à la police? Alors vous signalerez un crime qui n'a jamais eu lieu. Votre frère et sa petite amie ont quitté la ville volontairement pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Très romantique, vraiment. J'ai regardé autour de l'entrepôt, calculant les distances et les angles. Les deux associés de Vincent étaient positionnés pour bloquer l'entrée principale, mais il y avait une sortie de secours près de l'arrière du bâtiment. Si je pouvais créer une distraction suffisante. En fait, ai-je dit en me rasseyant. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Vincent a haussé un sourcil. Comment ça? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application qui ressemblait à une simple calculatrice. Vous voyez, je ne suis pas seulement un chef de projet informatique. Je fais aussi du conseil pour des agences de maintien de l'ordre. C'est intéressant. Plus précisément, je les aide avec la technologie de surveillance. Caméra cachée, dispositif d'enregistrement audio, ce genre de choses. L'expression de Vincent n'a pas changé, mais j'ai vu ses associés se tendre. Ce téléphone a enregistré toute notre conversation, ai-je continué. Vidéo et audio haute définition, automatiquement téléchargés sur un serveur sécurisé. Je vois. Plus important encore, il y a 3 voitures de police banalisées positionnées autour de cet entrepôt, attendant mon signal. C'était un mensonge complet, mais je l'ai livré avec assez de confiance pour que les associés de Vincent mettent la main à leurs armes. Je ne ferai pas ça, ai-je dit calmement. Au moment où vous sortirez ces armes, ce bâtiment sera encerclé par des agents du SWAT. Vincent a levé la main, empêchant ces hommes de dégainer. Vous bluffez. Vraiment? Voulez-vous vraiment le savoir? Nous nous sommes regardés fixement à travers la table,
et je pouvais voir Vincent calculer les probabilités et les possibilités. C'était un criminel professionnel, ce qui signifiait qu'il était aussi un évaluateur de risque professionnel. La question était de savoir s'il pensait que j'étais assez dangereux pour dire la vérité. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il finalement demandé. « Je veux que vous honoriez notre accord initial. La dette de Matt est payée. Lui et Emily sont libres de partir. Et votre organisation ne nous contacte plus jamais. Et si je refuse ? Alors dans environ 30 secondes, cet entrepôt sera plein d'agents fédéraux avec des mandats d'arrêt. » Vincent a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Vous êtes soit très courageux, soit très stupide, Nick. Je préfère me considérer comme très préparé. » Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Les associés de Vincent le regardaient pour obtenir des instructions, les mains planant près de leurs armes. Matt et Emily étaient figés de terreur, se demandant probablement s'ils allaient assister à une fusillade. Finalement, Vincent a ri et a applaudi lentement. Impressionnant. Très impressionnant. Est-ce un oui ? C'est un oui. Votre frère et sa petite amie sont libres de partir, avec nos compliments. Et l'accord écrit tient. Vincent s'est levé et a ajusté sa veste. Vous savez, Nick, mon offre de partenariat tient toujours. Un homme avec vos compétences et votre sang-froid pourrait aller loin dans notre organisation. Merci, mais je m'en tiendrai à l'emploi légitime. C'est votre perte. Vincent et ses associés se sont dirigés vers la porte, mais il s'est arrêté et s'est retourné avant de partir. Un conseil, a-t-il dit. Votre frère est faible, et les gens faibles prennent de mauvaises décisions. Ne laissez pas ces problèmes devenir à nouveau les vôtres. Je ne le ferai pas, bien. Parce que la prochaine fois, il pourrait ne pas y avoir de voitures de police qui attendent dehors. Ils sont partis sans un mot de plus et j'ai entendu le SUV s'éloigner quelques minutes plus tard. Matt et Emily étaient toujours figés sur place, me regardant comme si je venais d'accomplir un tour de magie. « Sommes-nous en sécurité » a murmuré Emily. « Vous êtes en sécurité. » Il y avait vraiment des voitures de police dehors ? Non. Alors comment as-tu ? Je l'ai convaincu que j'étais plus dangereux que je ne le suis réellement. Parfois, ça suffit. Matt a retrouvé sa voix. Nick, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas, disparaissez simplement comme vous l'avez promis. Nous le ferons. Aujourd'hui. Bien. J'ai pris ma mallette et je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et je les ai regardés une dernière fois. Matt. Oui. Vincent avait raison sur un point. Tu es faible. Tu prends de mauvaises décisions et tu entraînes les autres dans ta chute. Si jamais tu me contactes à nouveau pour quelque raison que ce soit, je m'assurerai que Vincent sache exactement où tu es. Matt a hoché la tête, comprenant la menace. Je suis sorti de l'entrepôt et j'ai conduit jusqu'à ma maison de banlieue tranquille, où je me suis fait un sandwich et j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. J'avais bluffé pour me sortir d'une confrontation avec des criminels professionnels, j'avais sauvé mon ex-femme et mon frère d'un enlèvement ou pire, et j'avais, espérons-le, fermé la porte sur ce chapitre de ma vie pour toujours. C'était, ai-je réfléchi, probablement la chose la plus terrifiante et la plus exaltante que j'ai jamais faite. Mon téléphone a sonné alors que je finissais mon sandwich. C'était Tara. « Salut, dit-elle. Comment ça s'est passé ? » Je l'avais appelé ce matin-là pour lui faire savoir ce qui se passait, pensant que quelqu'un devrait savoir où j'étais au cas où les choses tourneraient mal. Mieux que prévu. Ils sont en sécurité. La dette est payée. Et Matt et Emily quittent la ville aujourd'hui. Et tu vas bien ? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Bien. J'étais inquiète pour toi. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et je me suis surpris à attendre ces conversations de plus en plus. Tara comprenait ce que j'avais traversé, et il y avait quelque chose de réconfortant à parler à quelqu'un qui avait survécu à la même trahison et en était sorti plus fort. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai regardé la maison qu'Emily et moi avions achetée ensemble. Elle semblait différente maintenant, comme si elle était enfin la mienne au lieu de la nôtre. Le poids oppressant de la tromperie et des mensonges était parti, remplacé par la possibilité et l'espoir. J'avais perdu une femme et un frère, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, l'amour-propre et la connaissance que j'étais plus fort que quiconque ne l'avait imaginé, y compris moi-même. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Merci.
Je l'ai supprimé sans répondre. Dehors, le soleil d'octobre se couchait, peignant mon quartier de nuances d'or et d'ambre. Demain, c'était lundi, et je retournerai au travail, à ma routine normale, à la construction d'une vie honnête et réelle. Pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte.